Bonjour, nouvelle édition de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. 48e État membre, le Togo est depuis le samedi dernier officiellement membre du Global Green Growth Institute ou encore Institut mondial de la croissance verte 3GI. Qu'est-ce que cette nouvelle organisation pourrait bien apporter au Togo? Vous en saurez davantage dans un instant. Puis nous parlerons également santé. Au moins 90% des accidents vasculaires cérébraux AVC pourraient être évités selon des experts. Nous reviendrons dans cette édition sur les causes de ce malaise, ses signes précurseurs, ainsi que des mesures préventives. À l'international, le Niger a franchi une étape cruciale vers son développement selon certains observateurs. Le pays a réussi à réaliser le pipeline le plus long du continent africain. Long de 2000 km, l'infrastructure devra permettre au Niger d'acheminer son pétrole brut sur le marché international. D'autres précisions sur le sujet à suivre. Et pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé à Ankara ce lundi leur première rencontre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, une rencontre stratégique pour les États-Unis qui essaierait de vouloir calmer un partenaire clé. C'est tout pour le sommaire de ce soir, restez avec nous, les précisions c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Sujet numérique à l'entame de cette édition est fait avéré. De plus en plus de Togolais s'intéressent désormais aux demandes de services publics en ligne. Qu'il s'agisse du passeport, du casier judiciaire ou d'autres services, les statistiques révèlent clairement une demande sans cesse croissante chaque jour. Les précisions avec ce récit signé Kofi Clégué. La demande de services publics en ligne rentre de plus en plus dans les habitudes des Togolais. De juin 2022 à octobre 2023, plus de 136 446 demandes ont été faites sur le portail numérique des services publics. Le nombre d'utilisateurs des services publics a atteint 133 974. Ces demandes de services concernent le passeport ordinaire et de service, la carte de séjour, le raccordement à l'électricité, le permis de construire, le duplicata du certificat de nationalité, puis le suivi en ligne de la demande initiale du certificat de nationalité. Récemment, il est désormais possible de déclarer les associations civiles en ligne. Le portail numérique des services publics offre aux citoyens et aux entreprises un éventail de services publics progressivement convertis au format numérique. Cette dématérialisation touche les domaines comme l'éducation, la justice, la santé et aussi l'agriculture. Ceci dans le but de réduire les contraintes bureaucratiques afin d'avoir une célérité dans la délivrance des actes administratifs. En ce qui concerne la demande de casier judiciaire, 350 000 bulletins ont été déjà délivrés après 2 ans de digitalisation. On en parlait dans les titres, le Togo a rejoint officiellement l'Institut mondial de la croissance verte. Avantage pour le pays, il bénéficiera donc d'un soutien pour des politiques et projets écologiques, ce qui va sans doute renforcer sa lutte contre le changement climatique, mais également favoriser la coopération internationale. D'autres précisions sur cette nouvelle intégration du Togo avec ce reportage signé Harold Messon-Atto. Le Togo vient de devenir le 48e État membre de l'Institut mondial de la croissance verte, GGGI, une organisation qui aide les pays à adopter des pratiques économiques plus respectueuses de l'environnement. Le Togo rejoint ainsi des pays comme le Royaume-Uni, la Norvège et l'Éthiopie. Cette adhésion signifie que le Togo recevra un soutien technique et financier du GGGI pour mettre en place des politiques et des projets en faveur de l'économie verte. L'Institut possède en effet une grande expertise dans les domaines tels que l'énergie, l'agriculture durable et la gestion de l'eau. De plus, le Togo pourra renforcer ses compétences dans la lutte contre le changement climatique grâce à des formations et des échanges de bonnes pratiques. En devenant membre de l'Institut, le Togo pourra également renforcer sa collaboration avec d'autres pays membres et des partenaires internationaux importants tels que le Fonds vert pour le climat, la Banque mondiale et l'Union européenne. Le pays pourra également participer à des forums et à des événements organisés par le GGGI.
Et il est important de noter que le Togo a déjà mis en place des projets en ligne avec la vision de l'Institut, comme la promotion de moyens de subsistance durables pour les communautés rurales, tels que l'apiculture, la valorisation des noix de karité et le levage des ruminants, avec le soutien de l'UNESCO. De plus, le Togo a adopté une loi sur la lutte contre le changement climatique qui établit les principes, les objectifs et les acteurs de sa politique nationale de lutte contre les changements climatiques, y compris des mesures d'atténuation et d'adaptation. Parlons santé également dans cette édition et on en parlait dans les titres. L'on pourrait éviter jusqu'à 90% des accidents vasculaires cérébraux en adoptant les mesures de prévention et en agissant notamment en amont sur les facteurs de risque. Dans l'élément qui suit, il s'agit justement de ce malaise, des causes, des manifestations, mais également de certaines dispositions qui pourraient permettre de la prévenir. Les précisions de Promise Bomegbe et de Kofi. Communément appelées attaques cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux constituent des pathologies provenant des atteintes à la circulation sanguine vers le cerveau. Ils sont responsables d'une importante morbimortalité et caractérisés par une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Beaucoup de facteurs sous-tendent ces accidents. Nous pouvons identifier plusieurs facteurs de risque de survenue d'un AVC. Voilà, c'est des éléments qui peuvent conduire à l'AVC. Donc, parmi ces facteurs de risque, nous avons l'âge. Le risque d'AVC croît avec l'âge. Il y a aussi des comorbidités comme un diabète ou une hypertension artérielle non équilibrée. Nous avons également le taux de cholestérol élevé. À part ça, on observe aussi un facteur héréditaire des antécédents d'AVC. C'est-à-dire une personne qui a déjà fait un AVC a 30% de risque de récidive dans les 5 ans. Les causes des accidents vasculaires cérébraux dépendent donc du type auquel l'on est confronté. Entre autres manifestations des AVC, l'on peut noter la paralysie, la faiblesse ou l'engourdissement d'une partie ou de la moitié du corps, la déformation de la bouche, des difficultés à parler, la perte de la vision d'un œil et bien d'autres. Cependant, les spécialistes estiment qu'aujourd'hui, le risque d'AVC peut être réduit à 90% au travers du contrôle des facteurs de risque. Prévenir les accidents vasculaires cérébraux revient à adopter les mesures de prévention efficaces. Il faut agir en amont sur les facteurs de risque, intervenir essentiellement sur l'hygiène de vie. Il est nécessaire d'adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Ceci nous permettra d'éviter le surpoids. Un taux de cholestérol trop élevé ou une hypertension artérielle, il faut agir sur ça aussi. L'alcool, le tabac sont à éviter. En cas de diabète, de cholestérol ou de l'hypertension, il est nécessaire d'avoir un suivi médical régulier. Faire régulièrement son bilan de santé, le check-up. Parce que des fois, nous traînons des maladies et nous ne savons pas. C'est des maladies silencieuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, ce mal touche environ 15 millions de personnes chaque année. Au Togo, la prévalence varie entre 1,7 et 2,44 pour 1000 habitants et l'âge moyen de survenue est de 57-47 ans. Nous quittons la santé pour l'agriculture. Depuis 2001, plusieurs pays de l'espace UEMOA sont orientés dans le Togo par la politique agricole de l'institution sous-régionale. Et si à la base, cette politique a pour but de contribuer à redynamiser et renforcer le secteur agricole des États membres de l'UEMOA, elle se révèle par contre comme une contrainte pour certains acteurs du dit secteur. Comment? Nous écoutons les explications de Gloire Lodonou et de Jessica Rallo. La politique agricole de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA vise à contribuer durablement à la satisfaction des besoins alimentaires, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Adoptée en 2001, elle comprend 4 axes stratégiques: l'adaptation des systèmes de production, l'approfondissement du marché commun, la promotion de la coopération régionale et le renforcement des
capacité institutionnelle. Selon les acteurs du secteur, la politique agricole de l'UEMOA a eu des impacts positifs et négatifs. Parmi les impacts positifs, on peut citer la facilitation de la circulation des produits agricoles, l'harmonisation des normes sanitaires et phytosanitaires. On considère aussi la promotion des filières agricoles prioritaires, la gestion concertée des ressources naturelles partagées et le soutien de la recherche et à l'innovation. Parmi les impacts négatifs, on peut mentionner la faible appropriation de la politique par des acteurs nationaux, la faible prise en compte des spécificités locales. On note également la concurrence déloyale des produits importés, le manque de financement et de suivi-évaluation. Ainsi, les acteurs du secteur appellent donc à une meilleure implication des organisations paysannes, à une plus grande cohérence entre les politiques nationales et régionales, à une protection accrue du marché régional et à une mobilisation plus importante des ressources financières. Ils souhaitent également que la politique agricole de l'UEMOA soit davantage orientée vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience face au changement climatique et la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Toujours au sein du secteur agricole, la Banque mondiale et le groupe marocain OCP viennent de former un partenariat pour soutenir les agriculteurs au Togo, mais également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ceci va porter sur l'amélioration de la santé des sols, mais également en renforçant les capacités agricoles des pays bénéficiaires. D'autres précisions sur l'initiative avec ce reportage signé Jessica Rallo. La Banque mondiale et le groupe marocain OCP ont récemment annoncé un partenariat visant à soutenir les agriculteurs au Togo et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Cette initiative fait suite à la première opération de financement des politiques de développement du Togo par la Banque mondiale d'un montant de 150 millions de dollars en septembre. Conformément à la déclaration de Lomé adoptée par les pays membres de la CEDEAO en mai, ce partenariat vise à bénéficier à 5 millions d'agriculteurs au Togo, en Guinée, au Mali et au Bénin, couvrant 10 millions d'hectares. Les domaines de coopération incluent l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, la création de centres de technologie et de services agricoles, le lancement d'un programme d'écoles numériques d'agriculture, le renforcement des capacités de la CEDEAO et le soutien à la création de centres régionaux pour la santé des sols et la gestion de la fertilité en Afrique de l'Ouest. Ce centre sera hébergé par l'Institut international d'agriculture tropicale. Les deux institutions réaffirment leur engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'ODD 2 sur la faim et la sécurité alimentaire ainsi que l'ODD 13 sur le changement climatique. Selon le président directeur général du groupe OCP, Moustapha Terab, ces projets constituent une étape importante pour libérer le potentiel de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire mondiale. L'objectif est de promouvoir une transition agricole juste et durable en élargissant l'accès des agriculteurs d'Afrique de l'Ouest à des engrais spécialement conçus pour nourrir le sol et améliorer les rendements agricoles. Cela permettra d'accroître les sources de revenus des agriculteurs, contribuant ainsi au développement et à la prospérité de l'Afrique. Ce partenariat témoigne de l'engagement des deux institutions envers les ODD des Nations Unies et leur volonté de soutenir la sécurité alimentaire et de faire face aux défis du changement climatique dans la région. Nous filons à l'international à présent et c'est un ouvrage qui devrait marquer un tournant décisif dans le développement du Niger. Long de près de 2000 km, le Niger a inauguré le pipeline désormais le plus long du continent qui devrait lui permettre d'acheminer son pétrole brut vers le marché international. Et ceci à travers le Bénin, pays voisin avec lequel le Niger est en tension depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Le point avec ce reportage. Le Niger vient d'inaugurer le pipeline long de près de 2000 km qui permettra à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international via le port de Sémé-Podji au Bénin voisin. Ce nouvel ouvrage va faire bondir la production de pétrole de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour. Ce seront désormais
plus de 90 000 barils par jour de pétrole brut qui seront destinés à l'exportation, en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zinder. Pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l'un des plus grands investissements de son histoire avec un coût total de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Un pétrole dont l'exportation va générer au Niger plus du quart de l'équivalent de son PIB en termes de retour dans les caisses de l'État et au moins 50% des recettes fiscales du pays. Selon le Premier ministre, les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 seront destinées exclusivement à assurer le développement du Niger sur la base d'un partage équitable afin que l'ensemble de la population nigérienne en profite. C'est à 1700 km de Niamey dans la région désertique de Difa à Agadem que le site pétrolier a été construit. L'or noir est extrait par la China National Petroleum Corporation. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. Quittons la sous-région et direction Éthiopie où la région de l'Amhara continue par être le théâtre de violents et plusieurs affrontements entre les troupes éthiopiennes et les milices nationalistes de la dite région. Une situation de tension créée par le désir de dissoudre des forces paramilitaires créées par les gouvernements fédéraux de l'Éthiopie. De violents combats se poursuivent entre les troupes éthiopiennes et les milices nationalistes dans la région de l'Amhara. L'Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, est le théâtre depuis avril d'épisodes de violences armées déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les forces spéciales Amhara. La milice régionale Fano refuse de rendre les armes. Addis Abeba a imposé un état d'urgence depuis août et coupé tous les moyens de communication, rendant difficile l'accès aux informations. Le 2 novembre 2022, le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré signaient l'accord de Pretoria, mettant fin à 2 ans de guerre. Mais ce processus de paix a ouvert un conflit dans la région voisine de l'Amhara, où des unités paramilitaires créées depuis une quinzaine d'années par les gouvernements fédéraux font la loi. La semaine dernière, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, dans un rapport, dénonçait des violations des droits de l'homme dans la région de l'Amhara et l'usage d'armes lourdes par l'armée fédérale ayant causé la mort de plusieurs civils. Alors que le gouvernement clame un retour à la normale dans plusieurs parties de la région, cette commission a relevé une recrudescence des combats dans certains districts. Toute autre actualité à présent, mais toujours sur le continent africain, le gouvernement sud-africain a indiqué ce lundi vouloir rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations. L'Afrique du Sud se dit préoccupée par le meurtre d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens, résultat des bombardements israéliens. Ainsi, le maintien d'une relation diplomatique avec l'Israël sera discuté avec les diplomates sud-africains en poste à Tel Aviv. Le gouvernement sud-africain a rappelé lundi son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël pour condamner les bombardements aériens sur la bande de Gaza, qualifiant l'offensive israélienne de génocide et menaçant de prendre des mesures à l'encontre de l'ambassadeur d'Israël suite à des remarques désobligeantes sur la prise de position de l'Afrique du Sud. Les frappes aériennes à Gaza et en Cisjordanie continuent de cibler les écoles, les hôpitaux, les ambulances et les civils. Comme nous l'avons déjà indiqué, un génocide commis sous les yeux de la communauté internationale ne peut être toléré. Un autre holocauste dans l'histoire de l'humanité n'est pas acceptable. Le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler tous ses diplomates se trouvant à Tel Aviv pour consultation. Depuis le 7 octobre, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza en riposte à l'attaque menée sur son sol par des centaines de combattants du Hamas. Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués lors de l'offensive militaire israélienne, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Parlons à présent du conflit entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires. Plus d'une vingtaine de civils ont été tués hier dimanche au marché d'Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, la capitale du Soudan. La zone aurait été la cible de plusieurs obus issus d'intenses échanges de tirs entre les belligérants, rapporte un communiqué du comité des avocats pro-démocratie parvenu à l'AFP à Ouad Madani, à 200 km
km au sud de Khartoum. Ce conflit au Soudan sera d'ailleurs, il faut le rappeler, au cœur des échanges entre Salva Kiir, le président sud-soudanais, reçu au Caire, comme le montrent les images à l'écran, par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Toute autre actualité à présent, les chiffres sont historiques et sont de loin supérieurs à ceux de la crise migratoire de 2006. Entre le 1er janvier et le 5 novembre 2023, plus de 32 000 migrants, principalement en provenance du Sénégal, ont atterri sur les côtes des îles Canaries. La situation présentée dans le reportage qui suit. L'immigration en provenance du Sénégal s'intensifie et plus de 32 000 personnes ont débarqué dans les îles Canaries en Espagne, un record jamais atteint depuis 2006. Ces îles situées à proximité du continent africain sont utilisées depuis des décennies comme porte d'entrée vers l'Europe. Bien que la majorité des arrivées proviennent du Sénégal, des bateaux partent également de Gambie, de Mauritanie, du Maroc et du Sahara occidental. Face à ce nombreux record d'arrivées, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, s'est rendu la semaine dernière à Dakar, la capitale sénégalaise, pour demander au gouvernement de faire davantage pour empêcher les bateaux de partir. Grande Marlaska a exhorté son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, à agir plus rapidement afin d'éviter de nouveaux décès. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 512 personnes sont mortes sur cette route depuis le début de l'année, mais ce chiffre est considéré comme largement sous-estimé. Puis, dans le reste de l'actualité, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, poursuit sa tournée au sein des pays du Moyen-Orient depuis le début du conflit israélo-palestinien. Dans la journée de ce lundi, le diplomate américain s'est rendu à Ankara, la capitale turque. Objectif, tenter de calmer les tensions de partenaires clés. Et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé à Ankara lundi leur première rencontre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Avec cette visite, Washington tente ainsi d'apaiser la colère de l'un de ses alliés stratégiques, à la fois membre de l'OTAN et impliqué dans les conflits au Moyen-Orient. Avant Ankara, Anthony Blinken a effectué une tournée éclair dans la région au cours de laquelle il s'est rendu à Tel Aviv, en Cisjordanie et à Bagdad dans la soirée du dimanche. Cette étape a été tenue secrète jusqu'à la fin de la rencontre avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Avant Bagdad, un crochet par Larnaca à Chypre a permis aux diplomates américains de s'entretenir avec le président Nikos Christodoulides dans son avion sur le tarmac de l'aéroport. Lors de sa tournée au Moyen-Orient, le diplomate américain a dû faire face à un concert d'appels en faveur d'un cessez-le-feu. Israël affirme qu'il pourrait accepter une pause humanitaire, mais uniquement à condition que le Hamas libère tous ses otages. Et actualité sportive pour clore cette édition de retour chez nous, le championnat togolais de football de première division a livré un autre verdict le week-end dernier dans le cadre d'une nouvelle journée. Le champion en titre ASCO et son dauphin ASCK ont enregistré leur première victoire alors que la descente aux enfers se poursuit pour Dito. On fait le point sur cette nouvelle journée avec ce récit signé Bernard Quinvy. Le championnat national de football D1 Lonato a bouclé sa troisième journée ce week-end avec son lot de surprises et de confirmations. L'actuel leader Gomido de Kpalimé enchaîne les victoires. Les hommes du coach Abalo Dossé ont battu à Kpalimé Doumbé FC de Mango par 2-0. L'association sportive de la Cosa Asco remporte sa première victoire de la saison à Akara face à Bikenti de Bassar par 1-0. Dito de Lomé s'enfonce un peu plus en concédant une nouvelle défaite, cette fois-ci face à l'OTR 0-1. En déplacement à Lomé, Espoir FC de Zio a tenu un échec en tente de Lomé, 0 but partout. À Sokodé, le derby thème a tourné à l'avantage de Semassi face à Unisport. Semassi a su faire la différence pour remporter le match avec un score final de 1-0. Les requins mâles d'Anehok Bourlesou en déplacement à Kara ont contraint l'AS Bina au partage des points 1 but partout. Tambo FC de Dacha a battu Kakadle FC de Doufelgou 2-0. L'AS Barracuda a été défait 0-1 par l'ASCK. En 3 journées, Gomido de Kpalimé est leader avec 9 points. Tambo FC de Dacha est classé deuxième avec 7 points en autant de matchs.
Au bas du tableau se trouvent Bikinti de Bassar et Dito de Lomé avec 0 points chacun. Voilà, c'est ce qui met un point final donc à l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.